Le marié s'est moqué de moi à son mariage, que j'ai payé. Mais alors, son frère a pris le micro et... Le marié s'est moqué de moi au mariage que j'ai payé. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette incroyable vengeance. Vos mots pourraient aider d'autres pères qui vivent des situations similaires. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui changent la vie. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 63 ans, et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 4 mois à Paris, au magnifique château de Vincennes, le jour du mariage de ma fille Camille. Ce jour qui aurait dû être le plus beau de ma vie est devenu le théâtre de ma plus profonde humiliation, mais aussi, de manière inattendue, de ma plus douce revanche. Tout a commencé il y a 2 ans, quand Camille m'a présenté Julien Moreau. Grand, élégant, avec ce sourire de commercial et cette éloquence d'homme d'affaires parisien. Il disait travailler dans l'immobilier de luxe, mais moi qui ai passé 40 ans à vendre des chaussures dans ma boutique à Belleville, je sais reconnaître qui travaille vraiment et qui se donne seulement des airs. Julien avait les mains trop douces pour quelqu'un qui travaille, et les yeux trop fuyants quand il parlait d'argent. La première fois qu'il est venu chez nous, je me souviens qu'il a regardé autour de lui avec un air condescendant. Notre appartement dans le 19e arrondissement n'était pas luxueux, 2 chambres, un salon modeste, la cuisine où Madeleine avait préparé des milliers de dîners, mais c'était notre foyer, construit avec des sacrifices et de l'amour. Julien a commenté « charmant, très authentique ». La façon dont il a prononcé « authentique » m'a glacé le sang. C'était le même ton que les bourgeois utilisent quand ils veulent dire « pauvre », sans paraître impoli. Mais Camille était amoureuse. Ses yeux brillaient quand elle prononçait son nom, et moi, je n'ai jamais su dire non à ma fille. Pas après que sa mère, ma chère Madeleine, nous ait quittés il y a 8 ans à cause d'un cancer du sein qu'il a emporté en 6 mois. Camille était tout ce qui me restait de Madeleine, les mêmes yeux verts en amande, les mêmes cheveux châtains qui sentaient le jasmin, le même rire cristallin qui remplissait la maison. Madeleine avait toujours dit, « Pierre, quand Camille tombera amoureuse, tu ne devras pas juger. Tu devras seulement l'aimer et la soutenir. » Elle me l'avait répété même dans ces derniers jours, quand elle était déjà très faible et que nous savions tous les deux que le temps s'achevait. « Promets-moi, m'avait-elle dit en serrant ma main avec ses doigts délicats que la maladie avait rendu transparent, promets-moi que tu ne laisseras jamais Camille se sentir seule. Même si elle fait de mauvais choix, même si elle commet des erreurs, tu seras toujours là. » Et j'avais promis. Comment peut-on refuser le dernier vœu de la femme qu'on aime? Pendant les premiers mois de leur relation, j'ai essayé de mieux connaître Julien. Je l'ai invité plusieurs fois à dîner, je lui ai posé des questions sur ses projets, sa famille. Les réponses étaient toujours vagues, pleines de mots grandiloquents mais pauvres en substance. Nous évaluons un projet résidentiel important dans le 8e arrondissement, disait-il. Mes associés sont très optimistes concernant les rendements. Mais quand je lui demandais qui étaient ses associés, il changeait de sujet. Un jour, pendant que j'attendais Camille qui se préparait pour sortir avec lui, Julien s'est approché de moi dans la cuisine pendant que je préparais le café. « Pierre, m'a-t-il dit avec ce ton confidentiel qu'utilisent les vendeurs quand ils veulent vous rouler, vous comprenez les affaires, n'est-ce pas? Vous êtes un commerçant, vous savez comment le monde fonctionne. » J'ai appris quelque chose en 40 ans de travail, ai-je répondu en versant le café dans les tasses que Madeleine avait reçues comme cadeau de mariage. Voilà, voyez-vous, Camille et moi planifions notre avenir. Mais vous savez comme c'est, au début les jeunes couples ont toujours besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Le sang s'est glacé dans mes veines. Quel genre de coup de pouce? Rien d'extraordinaire, juste un prêt temporaire. 50 000 € pour 6 mois, juste le temps de conclure quelques affaires en cours. Puis naturellement je rembourse tout avec les intérêts. Je l'ai regardé dans les yeux pendant quelques secondes. Ses yeux fuyants qui n'arrivaient jamais à soutenir mon regard. « Julien, lui ai-je dit calmement, je ne prête de l'argent qu'aux gens que je connais bien. Et vous, franchement, je ne vous connais pas encore assez. » Son sourire s'est crispé un instant, puis est redevenu comme avant. Naturellement, je comprends. C'était juste une idée. Mais à partir de ce moment, j'ai compris quel genre d'homme il était. Et quand, 6 mois plus tard, il m'a demandé la main de Camille, je savais déjà que je paierais tout.
Quand Julien m'a demandé la main de Camille, nous étions assis dans le salon de ma maison dans le 19e. Je me souviens de chaque détail de ce moment, le canapé en cuir marron que Madeleine avait choisi 20 ans plus tôt, la photo de notre mariage sur le manteau de la cheminée, l'odeur de bœuf bourguignon qui venait de la cuisine. Julien portait un costume bleu marine, probablement cher, et parlait avec cette assurance qui m'énervait. « Monsieur Dubois, a-t-il dit en me regardant dans les yeux, je voudrais épouser votre fille. Je sais que je peux la rendre heureuse. » « Et comment comptes-tu l'entretenir » ai-je demandé en le fixant. « J'ai des projets importants dans le secteur immobilier de prestige. Bientôt j'ouvrirai ma propre agence spécialisée dans les propriétés d'exception. » Des projets. Toujours des projets avec lui. Jamais rien de concret. Mais Camille est entrée à ce moment-là, apportant le café, et son sourire radieux a balayé tous mes doutes. « Papa, a-t-elle dit, Julien et moi avons déjà choisi la date. Le 15 septembre, au château de Vincennes. » Château de Vincennes. La location la plus prestigieuse de Paris. 35 000 € rien que pour la location de la salle. Et qui paierait tout cela, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Julien s'est éclairci la voix. Eh bien, monsieur Dubois, en réalité, ma famille traverse une période difficile. Mon père a tout investi dans l'expansion de l'entreprise familiale, et... Papa, m'a interrompu Camille en prenant ma main avec ses doigts délicats qui me rappelaient en Madeleine, tu as toujours dit que quand je me marierais, tu ferais tout pour me rendre heureuse. C'est mon rêve. Et j'ai accepté. Comment aurais-je pu dire non à ses yeux verts pleins d'espoir? Les mois suivants ont été une saignée continue. D'abord les arts pour le château de Vincennes, 18 000 € que j'ai dû payer en liquide parce que ma carte de crédit avait atteint la limite. Puis le photographe que Camille avait choisi, le meilleur de Paris, Papa. 4 000 € pour un type avec une barbe hipster qui parlait de « moments uniques et irrépétibles ». Le fleuriste rue de Rivoli, 3 500 € pour des roses blanches qui devaient venir de Grasse, parce que les Parisiennes n'ont pas le même parfum, selon Camille. L'orchestre, 6 000 € pour 5 musiciens qui jouaient du jazz et de la bossa nova, de la musique sophistiquée pour des gens de classe, avait dit Julien avec son sourire. Le buffet a été le coût final, 22 000 € pour 160 invités chez La Durée. Nous ne pouvons pas faire mauvaise figure devant les collègues de Julien, insistait Camille chaque fois qu'elle voyait mon air inquiet. Il connaît des gens très importants dans l'immobilier de luxe. La robe de mariée a été le dernier coup au cœur. 5 000 € dans un atelier place Vendôme, où Camille a essayé une douzaine de robes pendant que j'attendais dans un fauteuil de velours rouge, fixant les prix sur les étiquettes et calculant mentalement combien de temps il me faudrait pour récupérer cet argent. Chaque fois que je protestais contre les coûts, Camille me regardait avec ses yeux qui se remplissaient de larmes et disait « Papa, c'est une fois dans la vie. Maman n'est plus là, tu es le seul qui puisse réaliser mon rêve. » Et moi, comme toujours, je cédais. Parce que comment dit-on non à une fille qui rêve depuis l'enfance de son jour parfait? Julien, pendant ce temps, ne contribuait jamais aux dépenses. Il avait toujours une excuse toute prête, l'argent bloqué à la banque pour un investissement qui devait mûrir, un client important qui devait encore payer une commission substantielle, des problèmes bureaucratiques avec les associés de l'agence immobilière. C'est juste une question de semaine, Pierre, me disait-il toujours quand il voyait mon expression inquiète. Dès que la situation se débloque avec le projet des Champs-Élysées, je te rembourse tout. Je rajouterai même des intérêts pour le dérangement. Mais les semaines devenaient des mois et l'argent n'arrivait jamais. Je me souviens d'un soir de mai, 2 mois avant le mariage, quand Camille et Julien sont venus dîner chez moi. Camille était aux anges parce que nous avions finalement réservé l'orchestre et le photographe. Papa, a-t-elle dit en souriant pendant qu'elle m'aidait à débarrasser, tu n'imagines pas comme nous sommes chanceux d'avoir trouvé Maître Rousseau pour la musique. C'est le même qui a joué au mariage des Arnaud. Julien a hoché la tête avec satisfaction. Seulement le meilleur pour Camille, a-t-il dit en se levant et en venant vers moi. Pierre, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour nous. Tu sais que dès que je conclus l'affaire de l'avenue Montaigne. Julien, l'ai-je interrompu plus durement que je ne le voulais, cela fait 3 mois que tu me parles de cette affaire de l'avenue Montaigne. Est-ce qu'elle existe vraiment ou c'est juste une histoire que tu racontes?
Camille s'est arrêtée net, les assiettes dans les mains. Julien est devenu rouge, puis a souri nerveusement. Pierre, je comprends ton inquiétude, mais les affaires immobilières de prestige sont complexes. Il y a des permis, des évaluations, de la bureaucratie. Alors montre-moi les documents, ai-je insisté. Si tout est vrai, il y aura des documents, non. Les documents sont dans le bureau de mon avocat, a-t-il répondu, de plus en plus mal à l'aise. Et puis, excuse-moi, mais mon futur beau-père ne devrait-il pas me faire confiance? Camille est intervenue, posant les assiettes dans l'évier avec plus de force que nécessaire. Papa, qu'est-ce qui te prend? Julien n'a rien à te prouver. Nous sommes une famille, nous nous faisons confiance. Et moi, comme toujours, j'ai cédé. Parce que je ne savais pas expliquer à Camille que l'instinct de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie développe un flair particulier pour les vantards. Et parce que je ne voulais pas être celui qui éteindrait la lumière dans ses yeux. Cette nuit-là, pendant que je lavais la vaisselle en pensant à la discussion, j'ai remarqué que Madeleine me manquait plus que d'habitude. Elle aurait su quoi dire. Elle aurait trouvé les mots justes pour ouvrir les yeux de Camille sans la blesser. Madeleine, ai-je chuchoté à sa photo sur le réfrigérateur, aide-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Mais Madeleine, naturellement, ne pouvait plus répondre. Je fouillais dans mes économies, vidais les comptes d'épargne qui avaient soutenu Madeleine pendant sa maladie, hypothéquais la boutique pour la première fois en 40 ans. J'ai même vendu la voiture de Madeleine, cette Citroën 2CV bleue qu'elle aimait tant et que je gardais dans le garage comme un reliquaire, couverte d'une bâche et avec encore son parfum sur les sièges. Le marchand de voitures d'occasion m'a donné 12 000 €, moins de la moitié de ce qu'elle valait, mais j'avais besoin de liquidité immédiate pour payer l'acompte du traiteur. Pendant que je signais les documents de vente, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas juste une voiture, c'était le dernier morceau physique de la vie avec Madeleine. Nos voyages d'été en Provence, nos promenades dominicales au bois de Boulogne, les courses à l'hôpital pendant sa maladie. Tout enfermé dans cette voiture qui appartenait maintenant à un inconnu. 2 semaines avant le mariage, pendant que je rangeais les comptes dans mon bureau au-dessus de la boutique, j'ai trouvé tous les reçus et les factures. Je les ai étalés sur le bureau d'acajou que Madeleine avait hérité de sa grand-mère, ce bureau sur lequel nous faisions les devoirs avec Camille quand elle était petite. Le total m'a coupé le souffle, 68 000 €. 68 000 € qui représentaient les économies d'une vie, le fruit de 40 ans de lever à 6 heures du matin, de journées debout à servir des clients, de sacrifices silencieux. J'ai pris la calculatrice et recalculé 3 fois, espérant avoir fait une erreur. Mais les chiffres étaient impitoyables, 68 000 €. Plus que la valeur de ma maison. Plus que ce que beaucoup gagnent en 2 ans. Et tout pour un seul jour. J'ai remarqué que mes mains tremblaient en regardant les reçus. La facture du château, celle du fleuriste avec l'entête élégant, celle de l'atelier avec le logo doré. Chaque morceau de papier représentait un rêve de Camille, mais aussi un morceau de mon avenir qui s'envolait. J'ai ouvert le tiroir et sorti le livret de retraite. Si tout allait bien, si la boutique continuait à être rentable, si la santé tenait, j'aurais pu partir à la retraite à 70 ans avec une pension de 950 € par mois. Mais maintenant, avec les dettes contractées pour le mariage, je devrais travailler au moins jusqu'à 75 ans. J'ai regardé la photo de Madeleine sur le bureau, celle prise pendant notre voyage à Nice pour notre 20e anniversaire. Elle souriait, heureuse, avec la promenade des Anglais au coucher du soleil derrière elle. « Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie ?» lui ai-je dit. « Est-ce que je fais la bonne chose? Ou suis-je juste un vieux fou qui se ruine pour faire plaisir à sa fille? » Naturellement, Madeleine ne pouvait pas répondre, mais dans mon esprit j'ai entendu sa voix douce, « Pierre, tu as toujours tout fait par amour. Et l'amour ne regrette jamais. » Le jour du mariage est arrivé avec un magnifique soleil de septembre. Paris semblait habillé de fête, et le château de Vincennes était un spectacle à couper le souffle, des roses blanches et des orchidées partout, des tables dressées avec du cristal baccarat et de l'argenterie ancienne, des musiciens du conservatoire qui accordaient leurs instruments dans les jardins à la française. Tout ce dont Camille avait rêvé, tout ce pourquoi j'avais sacrifié mon avenir. Le matin, je me suis levé à 5 heures comme toujours, mais cette fois pas pour aller à la boutique.
Je me suis rasé soigneusement avec le vieux gilet que Madeleine m'avait offert pour notre 15e anniversaire. J'ai peigné les quelques cheveux qui me restaient avec la brillantine que mon père utilisait, et j'ai mis mon seul bon costume, celui gris anthracite que j'avais acheté il y a 10 ans pour l'enterrement de mon frère. Il était un peu large maintenant, j'avais perdu 8 kilos de stress ces derniers mois, mais Madeleine m'avait toujours dit qu'il me donnait l'air d'un monsieur d'autrefois. À 8 heures, je suis allé chercher Camille dans son nouvel appartement. Je l'avais aidé à le trouver 6 mois plus tôt, un 2 pièces dans le Marais qui coûtait 1400 € de loyer par mois, trop pour ses revenus mais nécessaire pour l'image, selon Julien. Quand j'ai sonné à l'interphone, son amie Claudie m'a ouvert, elle l'avait aidé à se préparer. « Monsieur Dubois » m'a dit Claudie les yeux humides, « Camille est magnifique. » Exactement comme Madame Madeleine a dû l'être le jour de son mariage. Je suis monté au 2e étage et quand Camille a ouvert la porte de la chambre, j'ai pensé pendant un moment voir un fantôme. Elle était identique à Madeleine le jour de nos noces, 32 ans plus tôt dans l'église Saint-Eustache. Le même visage angélique, les mêmes yeux verts qui brillaient de bonheur, le même sourire qui vous brisait le cœur tant il était beau. « Papa » m'a-t-elle dit en faisant une petite pirouette pour me montrer la robe, « qu'est-ce que tu en penses ?» Je n'ai pas pu parler pendant quelques secondes. La robe à 5000 € était effectivement magnifique, soie pure, broderie à la main, une longue traîne qui semblait faite de nuages. Mais ce n'était pas la robe qui m'a ému. C'était elle, ma fille, qui allait se marier et commencer une nouvelle vie. « Tu es magnifique » ai-je finalement réussi à dire. « Ta mère serait très fière de toi. » Nous nous sommes embrassés, et pendant un moment j'ai oublié tous les sacrifices, tout l'argent dépensé, toutes les inquiétudes concernant Julien. En ce moment, il n'y avait que moi et ma fille, et elle était heureuse. Cela devait suffire. Pendant le trajet vers le château de Vincennes, dans la voiture que j'avais louée parce que la mienne était trop vieille pour l'occasion, Camille a pris ma main. « Papa » m'a-t-elle dit, « je sais que tu as fait beaucoup de sacrifices pour ce jour. Je sais que tu as dépensé toutes tes économies. Je ne sais pas comment te remercier. » « Tu n'as rien à me remercier, » ai-je répondu. « Un père fait ce qu'il doit faire. Et je voulais que ton mariage soit parfait. »« Il l'est » a-t-elle dit en serrant ma main. « Il est parfait parce que tu es là avec moi. » Nous sommes arrivés au château de Vincennes à 10 heures. La location était encore plus spectaculaire que dans mes souvenirs, un château du XVIIe siècle dans un parc de 15 hectares, avec des fontaines, des bassins artificiels et un jardin à la française soigné dans les moindres détails. Les fleuristes finissaient d'arranger les dernières décorations, des cascades de roses blanches le long de l'escalier d'entrée, des arcs d'orchidées à l'entrée de la salle de réception, des centres de table avec des pivoines et des gardénias qui parfumaient tout l'environnement. Le propriétaire du château, le comte Alexandre de Vincennes, m'a accueilli personnellement. « Monsieur Dubois » m'a-t-il dit en me serrant la main, « c'est un honneur d'accueillir le mariage de votre fille. Nous avons tout préparé selon vos indications. J'espère que la journée sera inoubliable. » « Elle le sera sûrement » ai-je répondu, sans imaginer à quel point il avait raison. Les invités ont commencé à arriver vers 11 heures. Les parents de Camille que je n'avais pas vus depuis des années, des amis du lycée et de l'université, des collègues de son travail. Tous très élégants, tous souriants, tous prêts à faire la fête avec mon argent. La famille de Julien est arrivée dans 3 Mercedes noires, descendant des voitures comme s'ils étaient des célébrités. Le père de Julien, un homme d'environ 70 ans avec des cheveux teints en noir et un costume qui devait coûter plus que mon salaire mensuel, s'est approché de moi avec un air condescendant. « Pierre » m'a-t-il dit en me tapant sur l'épaule, « beau château. »« Cher, j'imagine. »« L'important c'est que Camille soit heureuse » ai-je répondu diplomatiquement. « Bien sûr, bien sûr. Julien m'a dit que vous aviez voulu vous occuper de tout personnellement. Très généreux de votre part. » La façon dont il a prononcé « généreux » m'a fait comprendre qu'il savait parfaitement qui payait tout. Et qu'il s'en amusait. La cérémonie a été magnifique. Le père Maurice, le curé de Saint-Eustache qui avait baptisé Camille, a célébré un rite émouvant. Quand Julien et Camille ont échangé les alliances, que j'avais aussi payées, 7000 € chez Cartier, j'ai pensé que peut-être tous ces sacrifices en avaient valu la peine. Mais le pire était encore à venir.
Pendant la réception, après la coupe du gâteau, un gâteau à 3 étages de chez Pierre Hermé qui avait coûté 1 000 €, est arrivé le moment des discours. Le témoin de Julien, un type gros avec des moustaches appelé Karsten, a raconté quelques anecdotes embarrassantes de leur époque commune à HC. Julien était déjà alors un entrepreneur né, a-t-il dit en riant. Il vendait ses notes de cours aux camarades et gagnait plus que les professeurs. Tout le monde a ri, même si je ne comprenais pas ce qu'il y avait de si drôle à commercialiser ce qui devrait être du partage entre étudiants. Puis ce fut le tour du père de la mariée. Moi. Je me suis levé, tremblant légèrement. Le costume me semblait encore plus large que d'habitude, et j'ai remarqué que tout le monde me regardait avec cette expression de curiosité mélangée de condescendance qu'on réserve aux personnes âgées quand elles s'apprêtent à dire quelque chose de probablement ennuyeux. J'avais préparé un discours simple, du cœur. J'ai parlé de Camille enfant qui jouait à la mariée avec le voile en dentelle de Madeleine qui aurait été fière de voir sa fille si belle, de l'amour qui naît et grandit comme les roses dans notre jardin. Ma voix s'est brisée quand j'ai raconté comment Camille, à 8 ans, m'avait promis qu'à son mariage elle ferait la première danse avec moi sur les notes de « La vie en rose », la chanson préférée de Madeleine. Quand j'ai fini, il y a eu des applaudissements polis. Quelqu'un s'est essuyé les yeux, surtout les femmes plus mûres qui avaient probablement vécu des histoires similaires. Je me suis senti soulagé et fier. J'avais dit ce que je ressentais, sans rhétorique, du cœur. Puis Julien s'est levé pour répondre, et ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie pour toujours. Mes amis, a-t-il dit en prenant le micro avec cette assurance qui me semblait maintenant de l'arrogance pure, je voudrais remercier une personne spéciale. Un homme qui... Il a fait une pause théâtrale, souriant d'une manière qui au début m'a semblé affectueuse, qui a rendu tout cela possible avec sa généreuse contribution financière. Au début, j'ai pensé qu'il voulait me remercier sincèrement. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Enfin, une reconnaissance publique pour tous les sacrifices que j'avais faits. Mais puis il a continué, Pierre Dubois, a-t-il dit en me montrant d'un geste large tandis que sa voix prenait un autre ton, cet homme ici, n'a pratiquement servi qu'à signer les chèques. Les mots m'ont frappé comme une gifle au visage. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale et pendant un moment je n'ai même pas pu croire avoir bien entendu. Un rire général a éclaté. Pas un rire affectueux, pas un de ces rires qui naissent de l'affection et de la complicité, mais un rire cru, cruel, méchant. J'ai vu des visages qui me fixaient avec ce mélange de pitié et d'amusement qu'on réserve aux imbéciles, aux idiots, aux pauvres diables qui se laissent exploiter sans même s'en apercevoir. Mes 68 000 € nourrissaient le plaisir de 160 personnes qui me voyaient maintenant comme le classique pigeon à plumer. Camille est devenue blanche comme sa robe, la bouche ouverte d'horreur. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Madeleine, se sont remplis de larmes de honte. Je suis resté là, debout, avec le verre de champagne, un Veuve Clicquot à 60 € la bouteille que Julien avait choisie, qui tremblait dans ma main. Vraiment, a insisté Julien, maintenant lancé comme un acteur qui sait qu'il a le public de son côté, le beau-père parfait. Muet et payant. Un distributeur automatique avec des jambes. D'autres rires. Je me sentais mourir. 40 ans de travail honnête, de sacrifice, de dignité piétinée en une seconde pour le plaisir de 160 personnes qui mangeaient et buvaient avec mon argent. J'ai senti les larmes monter aux yeux, mais je les ai retenues. Je ne donnerai pas à Julien la satisfaction de me voir pleurer. J'ai regardé Camille, qui avait baissé la tête et se couvrait le visage de ses mains, mortifiée. J'ai regardé les invités qui continuaient à rire, certains applaudissaient même la « blague » de Julien. J'ai regardé les tables élégantes, les fleurs chères, l'orchestre qui semblait maintenant jouer une musique de fond à mon humiliation. J'étais sur le point de m'asseoir, avalant l'humiliation comme je l'avais fait tant de fois dans la vie, quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Nicolas Moreau, le frère cadet de Julien, s'est levé brusquement de la table des témoins. Il avait 21 ans, était mince avec des yeux nerveux, et portait un costume qui semblait loué. Pendant les préparatifs, je ne l'avais vu qu'en passant, et Julien le présentait toujours comme « mon frère », celui qui étudie, sur un ton qui suggérait qu'étudier était quelque chose de vaguement embarrassant pour la famille. Mais maintenant Nicolas avait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux brillaient d'une détermination froide,
et ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il s'approchait de la table des mariés. « Nicolas, qu'est-ce que tu fais » lui a demandé Julien, encore avec le micro en main, mais maintenant avec une note d'inquiétude dans la voix. Nicolas n'a pas répondu. Il s'est approché de la table des mariés et, sans cérémonie, a pris le micro des mains de Julien d'un geste décidé qui n'admettait pas de réplique. « Si vous me le permettez, a-t-il dit d'une voix qui tremblait légèrement mais qui résonnait clair dans toute la salle, je voudrais ajouter quelque chose au discours de mon frère. » Julien a essayé de reprendre le micro. « Nicolas, ce n'est pas le moment, ce sont mes invités. » Mais Nicolas s'est écarté, tenant le micro loin de Julien. « Non, Julien. C'est exactement le bon moment. Et ce ne sont pas seulement tes invités. Il y a ici aussi des gens qui méritent de connaître la vérité. » Le silence est tombé sur la salle comme un rideau lourd. 160 personnes qui jusqu'à un moment avant riaient et s'amusaient à mes dépens retenaient maintenant leur souffle, pressentant que quelque chose de gros allait se passer. L'orchestre a arrêté de jouer. Même les serveurs se sont arrêtés avec les plateaux en main. « Mesdames et messieurs, a commencé Nicolas, la voix qui se faisait plus ferme à chaque mot, mon frère vient d'humilier publiquement l'homme qui a payé ce mariage. L'homme qui a rendu possible cette fête magnifique, cette nourriture exquise, ce lieu splendide. Mais il y a quelque chose que vous devriez tous savoir sur mon frère Julien. » Julien était devenu livide. Il a essayé d'attraper le bras de Nicolas, mais son frère s'est encore écarté. « Nicolas, je t'en prie, ne gâche pas tout. »« Gâcher quoi » a répliqué Nicolas d'une voix de plus en plus forte. « La comédie ? La farce ? Ou peut-être l'escroquerie ?» Un murmure a traversé la salle comme une onde électrique. Les gens ont commencé à se pencher sur les tables pour mieux entendre. « Que devriez-vous savoir » a continué Nicolas, ignorant les tentatives désespérées de Julien de l'arrêter. « Vous devriez savoir que mon frère n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Que sa fameuse agence immobilière de prestige n'existe que dans ses rêves et dans les mensonges qu'il raconte. Et que ces 2 dernières années, il a vécu en escroquant des personnes âgées avec de faux investissements immobiliers. » Un murmure a parcouru la salle comme une décharge électrique. « Mais il y a encore plus, » a poursuivi Nicolas, maintenant d'une voix ferme et décidée qui résonnait dans chaque coin de la salle. « Il y a beaucoup plus que mon frère ne vous a pas dit. Vous devriez savoir que Julien a une autre famille à Lyon. Une épouse légitime nommée Lisa Girard, mariée civilement il y a 3 ans, et un enfant de 3 ans nommé Maxime. » Le silence s'est transformé en glace absolue. Camille s'est porté une main à la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Quelques invités se sont levés brusquement, d'autres se regardaient incrédules. « Lisa ne sait rien de ce mariage » a continué Nicolas, la voix de plus en plus forte. Tout comme Camille ne savait rien de Lisa. À Lisa, Julien a raconté qu'il était un entrepreneur prospère dans le secteur immobilier qui voyage souvent pour affaires entre Lyon et Paris. Il lui a dit que ses voyages à Paris servaient à conclure de gros contrats. En réalité, il venait ici pour courtiser Camille. Camille a commencé à trembler visiblement. Julien a encore essayé de prendre le micro, mais Nicolas l'a repoussé avec une force que je ne lui aurais jamais imaginée. Et il y a encore autre chose, la voix de Nicolas résonnait maintenant claire et implacable dans tout le château de Vincennes. Vous devriez aussi savoir qu'il y a 3 mois, pendant qu'il prétendait chercher de l'argent pour ce mariage de rêve, Julien a complètement vidé le compte en banque de notre mère, âgée de 80 ans et malade d'Alzheimer, lui volant toutes les économies d'une vie. 75 000 € qui devaient lui servir pour les soins médicaux privés et l'assistance à domicile. Le murmure s'est transformé en exclamation de choc et de dégoût. Quelques invités se sont levés, choqués. D'autres chuchotaient entre eux avec des expressions d'horreur. Madame Moreau, la mère de Julien, qui était assise à la table d'honneur, a éclaté en sanglots et s'est couverte le visage de ses mains. « Comment peux-tu savoir ça » a crié Julien, maintenant désespéré, la voix brisée par la peur. « Comment diable peux-tu savoir toutes ces choses ?»« Parce que moi, contrairement à toi, j'ai encore une conscience, » a répondu Nicolas en regardant son frère avec mépris. « Et parce que depuis 6 mois je rassemble des preuves de tes escroqueries pour te dénoncer à la police. Je voulais attendre après le mariage,
pour ne pas gâcher ce que je croyais être vraiment le plus beau jour de la vie de Camille, mais quand je t'ai entendu humilier publiquement cet homme honorable. Il m'a montré avec le micro, quand je t'ai vu rire des sacrifices d'un homme honnête qui a tout donné par amour pour sa fille, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Pas une minute de plus. Nicolas s'est adressé directement à moi. Monsieur Dubois, vous ne méritiez pas cette humiliation. Vous êtes un homme honnête qui a élevé une fille merveilleuse et qui a fait des sacrifices que mon frère ne pourrait même pas imaginer. Et Camille, il s'est tourné vers ma fille, tu mérites la vérité, même si elle fait mal. Camille s'était effondrée sur sa chaise, pleurant silencieusement. Je me suis approché d'elle, j'ai mis ma main sur son épaule. Papa, a-t-elle chuchoté, je ne savais rien, je ne savais rien. Je sais, ma chérie, lui ai-je dit. Je sais. Julien a tenté une défense désespérée. Ce sont tous des mensonges. Nicolas est jaloux, il a toujours. J'ai les preuves, l'a interrompu Nicolas en sortant son téléphone. Des enregistrements de tes conversations téléphoniques avec Lisa. Des captures d'écran de tes comptes bancaires. La plainte pour vol de maman est déjà au parquet. À ce moment-là, c'est le chaos qui a éclaté. Quelques invités ont commencé à partir précipitamment, d'autres se sont approchés pour consoler Camille qui pleurait désespérément. Les serveurs se sont arrêtés avec les plateaux en main, ne sachant pas s'ils devaient continuer le service ou s'arrêter. L'orchestre a cessé de jouer et Maître Rousseau s'est approché de moi pour demander ce qu'il devait faire. Les parents de Julien, qui jusqu'à ce moment étaient restés silencieux en espérant que la tempête passe, se sont levés de la table d'honneur. Le père de Julien, celui qui peu avant me tapait sur l'épaule, évitait maintenant mon regard. La mère, la pauvre Madame Françoise qui selon Nicolas avait été volée de 75 000 € par son propre fils, pleurait silencieusement en cachant son visage entre ses mains. « Partons, a dit le père de Julien à sa femme. Il n'y a plus rien à faire ici. Et ils sont partis en hâte, probablement par honte ou peut-être par peur que quelqu'un commence à poser des questions embarrassantes aussi à eux. Les amis de Julien se regardaient avec un air embarrassé. Certains de ceux qui avant riaient de ces plaisanteries sur moi semblaient maintenant soudainement intéressés par leurs assiettes. D'autres chuchotaient entre eux, repensant probablement à des prêts jamais remboursés ou à des promesses jamais tenues. Le père Maurice, le curé qui avait célébré la cérémonie et qui connaissait Camille depuis l'enfance, s'est approché de la table des mariés. Son visage, habituellement serein et bienveillant, était maintenant sombre de désapprobation. « Julien Moreau, a-t-il dit d'une voix solennelle qui a résonné dans toute la salle, ce que vous avez fait aujourd'hui est un blasphème. Vous avez profané le sacrement du mariage avec des mensonges et la tromperie. Vous avez juré fidélité devant Dieu alors que vous aviez déjà une épouse. Ce mariage ne peut pas être valide devant le Seigneur. » Julien a tenté une défense désespérée. « Père Maurice, vous ne comprenez pas, ce sont toutes des calomnies. Mon frère a toujours été jaloux de moi, il a toujours cherché à me ruiner. Nicolas ment, il ment surtout. J'ai les preuves, Julien, l'a interrompu Nicolas en tenant fermement le téléphone. Des enregistrements de tes conversations téléphoniques avec Lisa où tu lui promets que bientôt tu vas quitter cette idiote de Paris pour rester seulement avec elle et Maxime. Des captures d'écran de tes comptes bancaires où tu as versé l'argent volé à maman. Et la plainte pour vol de maman a déjà été déposée au parquet il y a 3 jours. Le silence qui a suivi était assourdissant. Julien a regardé autour de la salle cherchant un visage ami, un allié, quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais tous évitaient son regard. Même ses témoins s'étaient éloignés de la table. Et à ce moment-là, comme dans un film parfaitement synchronisé, on a entendu les sirènes de la police. Nicolas les avait déjà appelés pendant le discours, envoyant un message discret pendant qu'il tenait le micro. 2 policiers en uniforme sont entrés dans la salle, suivis par un commissaire aux cheveux gris qui semblait habitué aux situations difficiles. « Julien Moreau », a demandé le commissaire en regardant vers la table des mariés. Julien s'est levé en titubant, le visage maintenant verdâtre. « Oui, c'est moi, mais... Vous devez venir avec nous pour répondre à des accusations très graves. Vous avez le droit de garder le silence et d'appeler un avocat.
Pendant que les policiers s'approchaient pour lui mettre les menottes, Julien a explosé dans une de ses scènes théâtrales. « C'est tout un complot », a-t-il crié en me montrant du doigt. C'est lui. Il me détestait depuis le début et il a convaincu mon frère d'inventer cette histoire. Je suis innocent. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Mais personne ne le croyait plus. Ces mots sonnaient vides, faux, pathétiques après tout ce que Nicolas avait révélé. Pendant que les policiers l'emmenaient menotté, il continuait à crier « Pierre Dubois, vous allez payer pour ça. Je vais vous ruiner, vous et votre fille. J'ai des amis puissants, je me vengerai. » Ces menaces résonnaient dans la salle pendant qu'il le traînait dehors, mais maintenant personne n'avait plus peur de lui. Il était devenu ce qu'il avait toujours été, un petit escroc sans courage qui ne pouvait faire du mal que par la tromperie. La salle s'est vidée lentement mais inexorablement. Les invités de Julien ont été les premiers à partir, certains avec un air embarrassé, d'autres clairement soulagés de pouvoir fuir cette situation. Nous ne sommes finalement restés que quelques-uns, moi, Camille, Nicolas, le père Maurice, et quelques amis les plus chers de Camille qui ne voulaient pas la laisser seule dans ce moment terrible. Camille pleurait silencieusement, encore dans sa robe de mariée qui semblait maintenant le costume d'une pièce de théâtre mal finie. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle s'en aperçoive, tachant le maquillage que la maquilleuse lui avait fait tôt le matin. « Papa, m'a-t-elle dit d'une voix brisée, comment puis-je te rembourser tout cela? Tu as dépensé une fortune pour un mariage qui n'a jamais vraiment existé. » Je me suis approché d'elle et je l'ai prise dans mes bras, comme je le faisais quand elle était enfant et qu'elle s'était fait mal en jouant dans la cour. « Tu n'as rien à réparer, Camille. Ce n'est pas ta faute si tu as fait confiance à la mauvaise personne. Le vrai amour fait confiance, il ne soupçonne pas. Tu as aimé avec un cœur pur. Mais l'argent, papa, tout cet argent. L'argent peut se récupérer, Camille. L'important c'est que tu connaisses maintenant la vérité. Mieux l'apprendre aujourd'hui que dans 5 ans, quand vous auriez peut-être eu des enfants. » Nicolas s'est approché de nous, encore secoué par ce qu'il avait dû faire. « Monsieur Dubois, a-t-il dit, je sais que les mots ne suffisent pas pour réparer les dégâts que mon frère a causés, mais je veux que vous sachiez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à récupérer une partie de ce que vous avez dépensé. » Comment, ai-je demandé, sincèrement curieux. Mon frère a caché beaucoup d'argent dans des comptes offshore, surtout aux îles Caïmans. J'ai les mots de passe de certains de ces comptes parce qu'une fois il m'avait demandé de faire des opérations pour lui quand il était trop occupé. Je ne savais pas ce qu'il faisait, je pensais que c'était des opérations légitimes. Avec l'aide de la police financière et de la brigade financière, nous pouvons tout tracer et saisir les fonds. « Et Lisa ?» a demandé Camille en s'essuyant les yeux. « Cette femme avec l'enfant. Lisa Girard vit à Lyon, travaille comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Quand elle saura la vérité sur Julien, je suis sûr qu'elle collaborera aux enquêtes. Elle aussi est une victime, comme vous. » Le père Maurice, qui était resté silencieux à écouter, s'est approché de Camille. « Ma fille, lui a-t-il dit de sa voix paternelle, ce qui s'est passé aujourd'hui te fait mal, je le sais. Mais rappelle-toi que Dieu ne permet jamais qu'il nous arrive quelque chose sans raison. Peut-être t'a-t-il sauvé d'une vie de souffrance bien pire. » Camille a hoché la tête, même s'il était clair qu'en ce moment il était difficile de voir le côté positif de ce qui était arrivé. Claudie, l'amie qui l'avait aidé à se préparer le matin, s'est approchée d'elle. « Camille, veux-tu que je te ramène à la maison? Tu peux rester chez moi ce soir, tu ne devrais pas être seule. »« Merci Claudie, mais je rentre à la maison avec papa, » a répondu Camille. « J'ai besoin d'être avec lui. » Le comte de Vincennes, le propriétaire du château, s'est approché avec un air embarrassé. « Monsieur Dubois, m'a-t-il dit, en 40 ans où j'organise des réceptions ici, il ne m'était jamais arrivé une chose pareille. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas votre faute, comte. Vous avez fait un travail parfait, tout est magnifique. C'est la situation qui s'est révélée compliquée. Si je peux me permettre, a-t-il continué, vu ce qui s'est passé, je vous rends la moitié du paiement. Il n'est pas juste que vous payiez en totalité pour une réception qui n'a pas pu avoir lieu. J'ai été surpris par sa générosité. Comte, ce n'est pas nécessaire. J'insiste.
Je suis un homme d'honneur, et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a fait comprendre quel genre de personne vous êtes. Un père qui fait de tels sacrifices pour le bonheur de sa fille mérite le respect, pas d'être escroqué. Il m'a remis un chèque de 17 000 €, la moitié de ce que j'avais payé pour la location. Dans ce moment de désastre total, ce geste d'humanité m'a ému plus que je ne saurais dire. Vers 7 heures du soir, quand il faisait déjà nuit et que le château s'était complètement vidé, Camille et moi sommes montés dans la voiture de location pour rentrer à la maison. Camille s'était changée avec la robe simple qu'elle avait apportée pour après la fête, et maintenant elle ressemblait de nouveau à ma petite fille de toujours. Pendant le voyage de retour vers Paris, nous sommes restés silencieux les premiers kilomètres. Puis Camille a commencé à parler. « Papa, a-t-elle dit, il y avait des signes que j'aurais dû voir, n'est-ce pas? Comme quoi? Le fait qu'il ne me présentait jamais ses vrais amis. Qu'il n'avait jamais d'argent quand nous sortions. Qu'il évitait de parler de sa famille. Qu'il changeait toujours de sujet quand je lui posais des questions sur le travail. Camille, quand on est amoureux, c'est normal de ne pas voir certaines choses. L'amour nous rend un peu aveugles, c'est normal. Tu les voyais, toi. Papa, dis-moi la vérité, tu savais quel genre d'homme il était? J'ai soupiré en regardant la route sombre devant nous. J'avais des soupçons. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais tu étais si heureuse. Comment aurais-je pu éteindre la lumière dans tes yeux basée seulement sur des sensations? Tu aurais dû insister davantage. Tu aurais dû me l'interdire. Non, Camille. Ce n'est pas comme ça qu'on fait avec une fille. Un père peut donner des conseils, exprimer des inquiétudes, mais il ne peut pas vivre la vie à la place de sa fille. Tu devais faire ta propre expérience, même si douloureuse. Nous sommes arrivés à la maison vers 8 heures. L'appartement dans le 19e nous semblait différent après tout ce qui était arrivé. Plus petit, plus modeste, mais aussi plus authentique. Plus vrai que toute la richesse factice qui avait entouré Julien. Camille s'est assise sur le canapé en cuir que Madeleine avait choisi 20 ans plus tôt, et pour la première fois depuis que la cérémonie était finie, elle a un peu souri. Tu sais ce que je pense, papa? Je pense que maman, du ciel, a envoyé Nicolas pour me sauver. C'est possible, ai-je répondu. Madeleine avait sa propre façon de protéger les gens qu'elle aimait. Dans les semaines suivantes, tout ce que Nicolas avait dit s'est révélé vrai, morceau par morceau, comme un puzzle d'horreur qui se complétait sous mes yeux incrédules. Julien a été arrêté le lendemain du mariage et condamné pour bigamie, escroquerie aggravée, abus de confiance et violence psychologique sur personne âgée. La sentence a été exemplaire, 8 ans de réclusion, plus le remboursement complet des victimes. Lisa Girard, sa première épouse, s'est révélée être une femme courageuse. Non seulement elle a témoigné comme témoin à charge dans le procès, mais elle a aussi intenté une action civile pour obtenir des dommages moraux et la pension alimentaire pour l'enfant. Mon fils ne doit pas grandir en pensant que son père est un héros, m'a-t-elle dit quand nous nous sommes rencontrés au tribunal. Il doit connaître la vérité, même si elle fait mal. Des enquêtes, il est ressorti que Julien avait escroqué au moins 18 personnes âgées en 2 ans, leur soutirant au total plus de 280 000 € avec la promesse d'investissement immobilier inexistant. Une dame de 77 ans, Madame Albertini, avait perdu toutes ses économies, 55 000 € qui devaient lui servir pour l'opération du cœur de son mari. Grâce à la collaboration de la police financière et aux informations fournies par Nicolas, nous avons pu tracer les comptes offshore où Julien avait caché les bénéfices des escroqueries. C'étaient des comptes aux îles Caïmans, ouverts avec de faux documents. J'ai récupéré environ 58 000 de mes 68 000 €, pas tout mais assez pour améliorer ma situation financière et payer les dettes contractées pour le mariage. Camille a eu besoin de temps pour guérir des blessures profondes que Julien lui avait infligées. Ce n'étaient pas seulement des blessures d'amour, mais des blessures dans l'âme, dans la confiance, dans la capacité de croire à la sincérité des gens. Elle est allée en thérapie chez le docteur Marie Colombo, une psychologue spécialisée dans les traumatismes par manipulation affective, et s'est installée pour 6 mois chez tante Sylvie à Marseille, la sœur de Madeleine qu'il avait toujours aimée. Pendant ces mois, Camille m'appelait chaque soir. Au début elle pleurait au téléphone, s'excusait de n'avoir pas compris qui était vraiment Julien, se sentait coupable pour tout l'argent que je lui avais donné.
Papa, me disait-elle d'une voix brisée par les pleurs, comment ai-je pu ne pas voir quel genre de monstre il était? Comment ai-je pu être si aveugle? Camille, lui répondais-je toujours, tu as aimé avec un cœur pur. Ce n'est pas ta faute si quelqu'un a profité de ta sincérité. Le vrai amour ne soupçonne pas, ne calcule pas, ne doute pas. Tu as aimé comme ta mère m'a appris à aimer, complètement, sans réserve. Petit à petit, Camille s'est remise. Elle a commencé à travailler comme rédactrice chez Gallimard, un travail qui lui plaisait et qui lui permettait de canaliser sa créativité et son intelligence dans quelque chose de constructif. Après 8 mois à Marseille, elle a décidé de revenir à Paris, mais pas dans l'appartement du 19e où elle avait trop de souvenirs. Elle a loué un petit appartement à Saint-Germain, près de la Seine, et là elle a rencontré David. David Rousseau, 30 ans, ingénieur informatique dans une start-up qui développe des applications pour la durabilité environnementale. Un garçon sérieux, avec des lunettes et un sourire timide, qui l'a courtisé pendant des mois, apportant des fleurs chaque vendredi et écrivant des petits mots avec des poèmes qu'il composait lui-même. Quand elle me l'a présenté pour la première fois, j'étais naturellement méfiant. Papa, m'a dit Camille, David est différent. Il est normal. Dans le bon sens du terme. Et elle avait raison. David était ce que Julien n'avait jamais été, honnête, transparent, gentil sans arrière-pensée. Il travaillait vraiment, gagnait son salaire honnêtement, et quand il parlait de ses projets, il le faisait avec l'enthousiasme genuin de quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. Surtout, il traitait Camille avec un respect qui faisait plaisir à voir. Monsieur Dubois, m'a-t-il dit la première fois qu'il a dîné chez moi, Camille m'a raconté ce qui s'est passé. Je voulais que vous sachiez que je n'ai jamais demandé et ne demanderai jamais un euro à votre fille. Ce que nous avons, nous le construirons ensemble, avec notre travail. À ce moment-là, j'ai compris que Camille avait bien choisi. Enfin. Aujourd'hui, 8 mois après ce jour qui a changé nos vies pour toujours, Camille va beaucoup mieux. Le processus de guérison a été long et pas toujours facile, mais elle a montré une force que peut-être même moi je n'imaginais pas. Elle a continué la thérapie avec le docteur Colombo pendant 4 mois, et maintenant elle dit se sentir plus forte et plus sage qu'avant. Son travail chez Gallimard lui plaît de plus en plus. Elle a été promue rédactrice senior et s'occupe maintenant de romans contemporains. En lisant les histoires des autres, m'a-t-elle dit, j'ai mieux compris la mienne. Elle a aussi commencé à écrire, dans son temps libre. Des nouvelles qui parlent de femmes qui trouvent la force de recommencer après avoir été trahies. Peut-être qu'un jour je publierai un recueil, plaisante-t-elle. Mais je pense qu'elle ne plaisante pas du tout. David est devenu partie de la famille de manière naturelle, sans forcer. Il vient dîner chaque dimanche et insiste toujours pour laver la vaisselle malgré mes protestations. Monsieur Dubois, dit-il toujours, chez moi ma mère m'a appris que les hommes doivent se rendre utiles dans la cuisine. Il a un respect pour Camille qui fait plaisir à voir, il ne prend jamais de décision à sa place, ne lui dit jamais ce qu'elle doit faire, l'écoute quand elle parle sans l'interrompre. Ce sont de petites choses, mais elles font la différence. Il y a 3 semaines, il m'a demandé s'il pouvait épouser Camille. Nous étions assis dans le jardin, après le dîner, pendant que Camille et Claudie bavardaient dans la maison. Monsieur Dubois, m'a-t-il dit en devenant soudain sérieux, j'aime Camille. Et je voudrais lui demander de m'épouser. Mais d'abord je voulais votre bénédiction. Quand elle sera prête, lui ai-je répondu après avoir réfléchi, et quand tu seras sûr de pouvoir affronter les responsabilités que cela comporte, vous aurez ma bénédiction. Mais cette fois, le mariage vous le payez vous-même. David a ri, mais puis il est redevenu sérieux. Naturellement. Et monsieur Dubois, je ne suis pas Julien. L'argent que je le gagne honnêtement. Et je n'épouserai jamais votre fille si je ne suis pas sûr de pouvoir lui donner une vie sereine sans devoir dépendre de personne d'autre. À ce moment-là, j'ai compris que Camille avait bien choisi. Enfin. Le procès contre Julien s'est conclu il y a 3 mois. Il a été condamné à 9 ans de prison au lieu des 8 prévus initialement, parce que pendant les enquêtes d'autres crimes ont émergé. Il avait aussi escroqué 3 dames âgées de Lille et un retraité de Nice, pour un total complémentaire de presque 350 000 €. La sentence du juge a été dure,
l'accusé a montré un manque total de scrupules en ciblant les personnes les plus vulnérables de la société, les personnes âgées seules et les femmes amoureuses. Son activité criminelle était systématique et planifiée. Nicolas est devenu plus qu'un ami, il est devenu le fils que je n'ai jamais eu. Il a changé d'université, se transférant de Rennes à Paris pour étudier le droit à la Sorbonne. Je veux me spécialiser en droit pénal, m'a-t-il dit, et m'occuper des victimes d'escroquerie. Je veux que le nom Moreau ne soit plus synonyme de malhonnêteté. Il vit dans une petite mansarde dans le Marais et travaille à temps partiel dans le cabinet de maître Martinelli, qui s'occupe justement de victimes de crimes financiers. Il est bon, déterminé, honnête. L'opposé de son frère. Le dimanche, il vient souvent déjeuner avec nous, et Camille le traite comme le grand frère qu'elle n'a jamais eu. Papa, m'a dit Camille la semaine dernière, sans Nicolas, je serais maintenant marié à un criminel et tu serais ruiné financièrement. Comment remercie-t-on une personne de vous avoir sauvé la vie? On remercie avec l'affection, lui ai-je répondu. Et on fait en sorte qu'elle ne se sente jamais seule. Ma boutique marche maintenant mieux qu'avant. Les clients, qui ont entendu mon histoire par le bouche à oreille et quelques articles dans la presse locale, me portent plus de respect qu'avant. Monsieur Dubois, j'entends souvent dire, est un homme qui sait vraiment aimer. Quelqu'un vient exprès de loin pour acheter des chaussures chez moi, disant qu'il veut soutenir un commerçant honnête. J'ai embauché un jeune homme, Marc, il s'appelle Marc lui aussi, mais c'est un bon Marc, qui m'aide dans la boutique 3 jours par semaine. Il a 20 ans, étudie l'économie à la Sorbonne, et travaille pour payer ses études. Il me rappelle moi-même à cet âge, déterminé, honnête, avec l'envie de se construire un avenir avec ses propres mains. Madame Moreau, la mère de Julien, vient me voir une fois par mois. Ses capacités cognitives se sont dégradées, mais dans les moments de lucidité elle me remercie toujours d'avoir sauvé Camille de mon fils. Monsieur Dubois, me dit-elle, j'ai élevé 2 fils avec le même amour. L'un est devenu un criminel, l'autre un garçon bien. Je ne sais pas où j'ai échoué avec Julien, mais je sais que Nicolas est ma rédemption. Il y a 2 mois, elle m'a apporté une lettre que Julien lui avait écrite de prison. Maman, disait la lettre, maintenant que je suis enfermé ici, j'ai eu le temps de réfléchir. Je sais que je t'ai fait du mal, que j'ai volé ton argent, que j'ai ruiné la vie de personnes innocentes. Je ne te demande pas pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Je te demande seulement d'aider Nicolas à devenir l'homme que je n'ai jamais été. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Dubois, m'a demandé madame Moreau après m'avoir fait lire la lettre. Je pense qu'il est trop tard pour Julien, lui ai-je répondu honnêtement. Mais peut-être, s'il est vraiment sincère, peut-il au moins éviter de faire d'autres dégâts quand il sortira. Hier soir, en fermant la boutique, j'ai pensé à la conversation que j'avais eue avec Madeleine la veille de sa mort. Nous étions à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, elle était très faible mais ses yeux étaient encore vivants et lucides. Pierre, m'avait-elle dit en prenant ma main avec ses doigts qui étaient devenus fins comme des brindilles, quand je ne serai plus là, tu devras être fort pour Camille. Mais rappelle-toi, être fort ne signifie pas la protéger de toutes les douleurs de la vie. Cela signifie être à ses côtés quand la douleur arrive. Comment saurais-je quand intervenir et quand la laisser libre de se tromper, lui avais-je demandé. Ton cœur te le dira, avait répondu Madeleine. Et moi je te le dirai, du ciel. Maintenant je sais que Madeleine avait raison. Si j'avais empêché Camille d'épouser Julien par la force, elle l'aurait regretté toute sa vie, pensant qu'elle avait perdu le grand amour. Au lieu de cela, maintenant elle connaît la vérité. Elle a expérimenté sur sa peau la différence entre l'engouement et le vrai amour. Et elle peut construire une relation saine avec David basée sur la confiance réciproque et non sur la dépendance. Parfois je repense à cette journée terrible au château de Vincennes. À la douleur, à la honte, à la peur d'avoir tout perdu. Mais je pense aussi au moment magique où Nicolas a pris ce micro et a eu le courage de dire la vérité quand il aurait été plus facile de se taire. Parfois il faut beaucoup de temps pour que la justice arrive. Parfois elle arrive de manière auquel on ne s'attend pas. Mais à la fin, si on a le cœur pur et qu'on agit par amour, la justice arrive toujours. Et maintenant, quand quelqu'un me demande des conseils sur l'amour et la famille, je dis toujours, aimez de tout votre cœur, mais ne fermez jamais les yeux. Parce que l'amour aveugle ne protège personne,
mais l'amour qui voit tout et choisit d'aimer quand même, c'est ça le vrai amour. Et c'est plus fort que n'importe quelle tromperie. Madeleine, si tu m'entends du ciel, sache que j'ai appris la leçon. J'ai appris que défendre la dignité n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. J'ai appris que dire la vérité, même quand elle fait mal, c'est toujours mieux que vivre dans le mensonge. Et j'ai appris que notre fille est plus forte que nous ne le pensions. Aujourd'hui Camille est heureuse, Nicolas se construit un avenir honnête, et moi, j'ai retrouvé la paix. Les histoires ne finissent pas toujours bien, mais celle-ci oui. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle vaut la peine d'être racontée. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, laissez un like et racontez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment avez-vous réagi? Vos mots pourraient aider d'autres qui traversent des moments difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul dans la douleur, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de vraie vie qui peuvent changer votre journée.